Lancement ce matin dans la province du Chariba-Guirmé de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne lancée par le ministre de la Santé publique qui avait à ses côtés la ministre secrétaire générale du gouvernement. L'Assemblée générale des responsables de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat a pris fin hier. Le bilan de la mandature écoulée et le vote du budget ont sanctionné les travaux. En politique, les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut de Bousso ont organisé un meeting de remerciement au président de la République Idriss Déby Itno pour la désignation de Mme Khadija Adoum au bureau politique national. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Nous recevons ce soir sur notre plateau le ministre en charge de la Défense nationale et de la Sécurité, M. Mohamed Abali Sallah. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Votre présence parmi nous ce soir a fait suite à votre visite il y a de cela 48 heures au centre de production et d'obtention des cartes d'identité nationale et des passeports. Mais bien avant de revenir à vous, petit flashback dans ce reportage sur le déplacement du ministre avec Amana Issakazina. C'est une visite qui a pris tout le monde au dépourvu. Mohamed Abali Sallah est dans la cour du commissariat central de police, précisément en face du centre de production des titres sécurisés. Est-il venu pour s'enrôler ou encore une simple excursion ministérielle? Personne n'a l'idée sur le vrai mobile de ce déplacement. Quelques minutes après, il est rattrapé par les deux directeurs généraux de la police nationale, Hissène Doudou Hamid et Benguela Gidinga. De la salle d'accueil en passant par les points d'enrôlement, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a posé des questions sur les méthodes de travail et a aussitôt reçu des réponses appropriées de la part des agents de l'ANAT et de ceux de la police nationale. Même exercice avec les usagers. Avec ces derniers, le général de corps d'armée Mohamed Abali Sallah a examiné différents documents exigés avant tout enrôlement. Peu avant de quitter le commissariat, le ministre est intercepté par un groupe de personnes qui se sont plaintes de la lenteur dans l'enrôlement. Je suis ici pour mettre un certain nombre de choses au clair afin que vous soyez servis dans le temps, devrait rassurer Mohamed Abali Sallah. Après quoi, direction gouvernorat. Comme au commissariat ici également, personne, ni le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, n'a été avisé de la visite surprise du ministre. Là, le ministre s'est soumis aux mêmes exercices en visitant tour à tour les différents points d'enrôlement. Monsieur le ministre, vous avez visité il y a de cela 48 heures le centre de production et d'obtention des cartes d'identité nationale et des passeports sur place. Vous avez constaté quelques manquements dans les opérations. Est-ce que votre descente a pu apporter un changement? Merci madame, je profite de l'occasion pour vous remercier en fait, vous, la Télé Tchad en général, pour cette occasion encore une fois de plus que vous nous donnez. Ça nous permettra en fait, de mettre à votre disposition de la population nos activités au niveau de notre département. S'agissant de la visite que j'ai effectuée, c'est en fait, c'est relatif à ce lancement que nous avons fait il y a cela quelques semaines, ce nouveau système en fait de délivrance des documents de voyage. Et vous savez qu'au lieu que d'habitude nous avons seulement le commissariat central qui délivre les passeports, les cartes d'identité. Aujourd'hui en N'Djamena nous avons 4 centres. Donc je suis venu voir des visites comment le travail se passe. Voici les observations que j'ai faites. La première chose qu'il faut aussi clarifier, qu'aujourd'hui le système qu'on a mis en place ne prend pas seulement en compte la demande des cartes ou des passeports. Toute population, toute personne qui vient, ils vont l'enregistrer au niveau des registres en fait, national. C'est-à-dire toute personne aura un numéro NNI, c'est-à-dire numéro national d'identification, et ce numéro restera pour avis pour tout Tchadien. Et avec ces numéros que tu vas demander un titre de passeport ou carte d'identité ou carte église, tout document. Et ce sera pour toujours. Donc ça, c'est une étape. La deuxième, maintenant, c'est la plupart que les gens demandent des titres, que ce soit passeport, que ce soit au niveau
des cartes d'identité. Là aussi, il faut savoir que nous avons, juste avant le lancement, c'est la 10 semaines, que nous avons arrêté toute production de cartes et passeports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est très forte. Effectivement. Et si je suis parti voir du Visu, effectivement, j'ai vu une très grande importante des personnes qui sont en ligne pour demander des passeports. Là aussi, nous avons mis un mécanisme en place, celui de prioriser les nécessités, à savoir les personnes qui sont malades, les étudiants. Et ça, c'est ce que j'ai instruit quand j'ai passé au niveau des centres pour qu'on priorise ces gens-là. Et maintenant, compte tenu du nombre de centres qu'on a en N'Djamena, par rapport à ce que nous avons, les centres d'existence avant, je pense que ces premiers jours, il y aura certainement la demande est forte, mais dans les jours à venir, nous allons sentir que les choses aillent très vite en fait. Justement, selon nos informations, les opérations de délivrance de ces documents sont très très lentes. Pourtant, l'opération nécessite que 5 minutes. Quelles en sont les raisons? Bon, je ne vais pas confirmer que c'est lent parce que je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de produire à peu près 1000 cartes par jour, 1000 passeports par jour. Et les cartes d'identité? 4000 cartes d'identité par jour. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire là. Mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un mécanisme en fait qui est en place, celui d'enrôlement de la personne. Et c'est ça ce qui prend du temps. Oui, ce qui nous a poussé aussi à aller dans ce sens, c'est pour sécuriser la personne. Il faut que cette personne qui demande un titre, que ce soit un passeport ou une carte d'identité, soit un Tchadien et que ça soit dans toutes les bases de que quelqu'un qui soit dans la base de données. Aujourd'hui, comme c'est un nouveau système qu'on a mis en place, il faut enregistrer toute personne qui vient et qui soit être enregistrée et qui soit dans le registre national avant de lui donner un passeport ou une carte. Et c'est ça ce qui prend du temps, mais de toute façon, nous pensons que le temps n'est pas plus important que le temps qu'on pensait avant pour avoir un document de voyage. Le prix étant fixé comme suit, 5 000 francs pour la carte d'identité nationale et 60 000 francs, celui du passeport. Mais sur le terrain, vos agents se livrent à des arnaques. Que comptez-vous faire pour arrêter cette pratique? Non, je pense que c'est trop fort quand vous dites qu'ils font des arnaques. Et c'est moi qui avais souligné lors de mon passage. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pu sécuriser toutes les demandes. Avant, c'est seulement les passeports. Quand vous demandez un passeport, vous êtes obligé d'aller payer à la banque. Aujourd'hui, nous avons déplacé les banques dans nos centres. Dans tous les 11 centres que nous avons, il y a des guichets de banques. Toute personne, pour payer une carte, il faut payer aussi au guichet de banque. Toute personne... pour la carte d'identité également. Effectivement, oui. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire c'est ça ce qui est nouveau aujourd'hui. Et ce qui de facto, ça exclut l'affaire d'arnaque ou bien de vol. Mais c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est quoi? Parce que ces jours-ci, comme je disais, la demande est très forte. Nous avons mis un mécanisme en place pour que les malades, les étudiants... Donc, il y a des gens qui veulent corrompre les policiers pour se mettre dans la liste des personnes malades. Et les policiers aussi se laissent corrompre. Non, c'est ça ce que j'ai dit quand j'ai passé au niveau des centres pour dire, écoutez, à la population, il ne faut pas encourager, il ne faut pas contribuer à la corruption. Nous avons un mécanisme en place. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir les policiers, en fait, dans les centres, ainsi que les âgés qui tentent à corrompre les policiers. Et c'est cette phrase-là que vous avez maintenant pris pour dire arnaque, c'est très fort de toute façon. Merci. Ok. Monsieur le ministre, parlons sécurité. Ces derniers temps, la nébuleuse Boko Haram a ressurgi dans la province du Lac. Des tentatives d'incursion dans les camps militaires, des attentats ont été enregistrés. Pourquoi cette montée de Boko Haram? Oui, vous vous rappelez, c'est là à peu près un mois ou plus, j'ai effectué un déplacement au niveau du lac. Et j'ai bien dit, parce que nous avons vu venir les choses. Aujourd'hui, dans le Sahel, pas seulement au Tchad, que l'affaire de terroristes a pris une ampleur très grave. Et c'est grâce à l'affaire de la Libye, les contrôles, et ces ennemis de tout le monde commencent à avoir des moyens, des équipements. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le Sahel, c'est pas seulement le Tchad qui est en train de réfléchir pour avoir une stratégie, mais avec tous les partenaires, avec les pays du G5 Sahel, on est en train de réfléchir pour avoir des options très tactiques qui peuvent répondre à ces menaces. Concernant le lac Tchad,
Et nous, généralement, j'étais aussi gouverneur là-bas, à cette période où les eaux montent. Quand les eaux montent, c'est là où les Boko Haram profitent. Vous savez, avec l'eau, si les eaux montent, le déplacement de nos forces n'est pas facile. Et puis, la circulation est très difficile. Et c'est cette occasion-là que les Boko Haram pénètrent généralement. Et c'est ce que nous sentons maintenant. Hier, nous avons pu repérer un pirogue sur lequel nous avons trouvé 4-5 Boko Haram qu'on a maîtrisé. Et même cela 2 jours, le mouvement de Boko Haram, certainement dans ces zones-là, nous le ressentons et nous sommes en train de réfléchir pour avoir une opération élargie. Est-ce que vous avez déjà développé certaines stratégies pour faire face? Oui, madame, je ne suis pas à mesure de vous dire quelle stratégie que nous avons fait, mais ce qui est sûr, nous sommes en train de réfléchir pour répondre à cette menace. Le 25 janvier dernier à Béché, vous avez annoncé la fin de l'état d'urgence décrété dans 3 provinces du Wadaï, du Sila et du Tibesti. Quelle analyse faites-vous après la levée de cet état d'urgence? Madame, le 25, on est parti. En fait, l'état d'urgence a pris fin le 19 soir. C'est cette hier. En fait, nous avons eu 20 jours. Après, le Parlement nous a prolongé 4 jours. Donc, du coup, s'il n'y a pas un prolongement, l'état d'urgence prend fin. Nous, on est parti le 25. C'était notre initiative est de remercier, encourager toutes ces personnes, que ce soit les hommes des forces de défense et sécurité, les autorités traditionnelles, religieuses, les hommes de la presse, les hommes de la justice, les autorités administratives qui ont contribué pour avoir ces résultats appréciés par tout le monde. Donc, vous savez, comme vous avez dit le bilan, nous avons récupéré beaucoup des armes. Et c'est ça qui fait parler aujourd'hui. Mais le point le plus important, c'est le point de stabilité de ces zones-là. Avant que le chef de l'État a suggéré qu'on décrète l'état d'urgence, nous recensons chaque fois des morts de population entre les communautés. Aujourd'hui, il y a une accalmie totale. Ça, c'est ce qu'il faut noter. La deuxième chose, avec l'état d'urgence, nous avons pu réveiller les autorités traditionnelles. C'est très important. Les hommes religieux, aujourd'hui, ils sont dans les danses à tout moment. Aujourd'hui, dans les désarmements, si je veux vous dire une confidence, à peu près plus de 40% des armes ont été rendues par les autorités traditionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont pu sensibiliser la population. C'est eux-mêmes qui amènent. C'est un point très important. Et cette habitude, ce n'est pas seulement pour l'état d'urgence, nous allons le garder pour toujours. C'est ce que j'ai dit, ce que j'avais prononcé à Béchi. Justement, quelles sont les mesures prises pour que ce genre de situation ne se reproduise plus entre les communautés sœurs des provinces concernées et dans tout le pays également? Oui, voici les mesures prises. Nous avons un comité de désarmement qui existait avant l'état d'urgence dans ces zones de l'Est. Et aujourd'hui, nous avons renforcé cette structure à plus de 5 fois en personnes et en équipement. Donc, ils vont faire l'opération de désarmement, va continuer, pas seulement à l'Est, mais dans toutes les provinces. La deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cet mécanisme, en fait, cette manière que nous avons déployé beaucoup des hommes, ils ont travaillé sur le terrain, nous a donné des stratégies, des méthodes que les forces de défense et de sécurité qui sont dans les provinces doivent toujours les garder. Par exemple, l'implication des autorités traditionnelles et des hommes religieux doit être quelque chose périn parce qu'ils sont dans les provinces et les gouverneurs sont toujours là. Et maintenant, les forces de défense et de sécurité, les gendarmes, les policiers, les armées, ils ont pu adopter une stratégie commune en fait, qui se mettent ensemble pour faire des patrouilles. Et ça aussi, nous avons pris en compte pour que les patrouilles doivent être continuelles dans toutes les zones frontières, Soudan, dans les zones que nous pensons qu'il y aura toujours des problèmes. Monsieur le ministre, il y a de cela 2 jours, vous avez été décoré par le chef de l'État Idriss Déby Itno de dignité, du prix de dignité de grand officier. Quels sont vos sentiments par rapport à cette décoration? Oui, je profite de ce micro pour remercier le chef de l'État pour cette marque. Et je disais tout à l'heure en arabe que ces marques n'est pas individuelle. C'est-à-dire c'est pas pour moi seul.
c'est pour la mission que nous avons effectuée. Et cette mission, qu'elle soit à l'Est, au Nord, au Centre, c'est avec des hommes, avec d'autres ministres, avec des autorités traditionnelles, les autorités militaires, les autorités administratives. Je pense que c'est un honneur pour nous tous. Donc, je répète encore que nous remercions beaucoup le chef de l'État et c'est ce qui nous encourage à faire mieux le travail. Monsieur le ministre, cet entretien tire à sa fin. Avez-vous un mot de conclusion? Non, je reviens sur la première question. Je profite pour lancer un appel à la population, surtout de N'Djamena. J'ai constaté lors de ma visite au niveau du centre, commissariat central, que la pression des personnes demandant les pièces, les cartes d'identité ou passeports sont plus nombreux que dans les centres. Pour dire que dans les centres, dans tous les autres centres, commissariat central, c'est la même chose. Donc je demande à la population de se rééquilibrer en fait que dans tous les centres, c'est la même chose. Vous demandez les mêmes procédures. Nous avons au niveau du commissariat central, au niveau du gouvernorat de N'Djamena, au niveau du 7e arrondissement, commissariat et du 10e arrondissement. Donc, et puis, j'ai cru comprendre aussi la demande de passeport est très forte parce qu'il y a des gens qui racontent que le passeport, le prix va augmenter. Je pense pas. Si le prix ne baisse pas, il n'augmente pas de 60 000. Donc, c'est ces quelques remarques que j'ai fait quand j'avais visité au niveau du commissariat pour dire à la population qu'ils peuvent aller dans tous les centres demander. Pas seulement au centre, nous avons aujourd'hui des centres au niveau des provinces. Nous avons 7 qui tournent aujourd'hui. La demande de passeport, de cartes, tout ça peut se faire assez nouveau et ils peuvent avoir les documents sur place. Monsieur le ministre, merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Je le disais au sommaire de ce journal, le ministre de la Santé publique, Mohamed Youssouf Khayal, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour et les partenaires techniques et financiers se sont rendus à Massénia dans le Chariba Guirmi. La délégation est allée procéder au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans les provinces du Chariba Guirmi, du Adjalamis, du Bata, du Guéra et du Salamat. Mahamat Oumar Moussala. La poliomyélite est une maladie qui touche beaucoup plus les enfants âgés de 0 à 5 ans. Pour éradiquer cette pathologie parasitaire, le ministère en charge de la santé publique et ses partenaires lancent officiellement la campagne de riposte contre la poliomyélite édition 2020. Et c'est Massénia, chef-lieu de la province du Chariba Guirmi, qui abrite cette édition. Elle se déroule sous le regard admirateur de la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour, et du ministre de la Santé publique, Mohamed Youssouf Khayal, initiateur de cette campagne. 2 gouttes de vaccin, c'est la dose administrée aux enfants. Le choix porté sur la ville de Massénia réjouit à plus d'un titre le gouverneur de la province du Chariba Guirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar. Il a saisi l'occasion pour demander à la population de sa circonscription administrative de faire vacciner leur progéniture. Une idée positivement partagée par la ministre secrétaire générale du gouvernement. Les gens parlent par ignorance. Ils disent que les vaccins contre la polio, là, ça rend stérile. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un vaccin qui protège les enfants contre cette terrible maladie. Donc, chers parents, envoyez vos enfants pour qu'ils soient tous vaccinés et pour que la poliomyélite soit définitivement boutée hors du Tchad. Le représentant des partenaires invite les agents vaccinateurs à mettre du sérieux afin de faire vacciner tous les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Nous espérons, durant ces 3 journées, vacciner plus de 548 512 enfants âgés de 0 à 59 mois. Dans 17 districts des provinces du Bata, du Chariba Guirmi, du Guéra, du Adjalamis et du Salamat. Avec la détermination et la volonté de tous. Le ministre de la Santé publique, Mohamed Youssouf Khayal, confie de son côté que le gouvernement tchadien accorde une importance capitale à la santé de la population tchadienne et surtout celle des enfants, dont ceux de la province du Chariba Guirmi ne sont pas occultés.
Après le lancement officiel de la campagne nationale de riposte contre la poliomyélite édition 2020, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a mis un accent particulier sur l'importance de la vaccination avant d'inviter la population à faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Suivez. L'investissement personnel du président de la République et sa déclaration en faveur et sa déclaration à faire la guerre à la poliomyélite en mars 2010 a propulsé la lutte contre cette maladie invalide au rang des urgences et des priorités nationales, avec une place conséquente accordée à la question de la poliomyélite lors des réunions mensuelles sur la santé présidées par le chef de l'État. Cette partie, j'ai oublié de la traduire. Imaginez quel est le président d'un pays qui donne de son temps chaque mois le 24 pour écouter les cadres de la santé, comment va notre santé. Malheureusement, depuis septembre 2019, le pays a enregistré un cas de polio qui a été décelé dans un ménage à Koundoul. À deux cas à Mongo, ces enfants tchadiens resteront handicapés à vie. Un seul enfant atteint des porteurs du virus de polio peut contaminer des centaines d'autres enfants autour de lui. Et eux, ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons doubler d'efforts pour que notre pays soit un pays sans polio et pour toujours. La délégation tchadienne ayant participé au forum des initiatives des jeunes arabes et africains au Caire en Égypte est rentrée ce 2 février. Elle a été accueillie à l'aéroport international Hassan Jamous par le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye. À l'issue de cette compétition qui a regroupé plusieurs pays arabes et africains, le Tchad occupe le premier rang. Reportage Yann Mouibi. C'est avec ce magnifique trophée des premières places que la délégation tchadienne est rentrée à N'Djamena. Un trophée remporté haut la main lors du forum des initiatives des jeunes arabes et africains tenu du 26 janvier au 2 février 2020 au Caire en Égypte. Gapile Ibou Roland, chef de la délégation tchadienne, dévoile le projet du Tchad qui a séduit le jury. Qui consiste à construire un complexe socio-éducatif. Un complexe qui doit répondre aux problèmes de vulnérabilité sans cesse qui expose les enfants de la rue, les enfants dans la rue et les jeunes aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Ce projet a été conçu par des jeunes tchadiens comme nous. Ça a été porté au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, ça a eu un gain de cause. C'est ce qui prouve qu'il y a réellement un problème et l'écho a été favorable. C'est la raison pour laquelle ça a été retenu parmi tant d'autres projets. Ravi de la brillante participation du Tchad à cette compétition qui a regroupé 25 pays, le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi tire chapeau aux champions. Le premier mot que je dois adresser à cette délégation, c'est de les féliciter. De les demander d'aller de l'avant. Ça ne doit pas être le premier projet à présenter. Ce n'est qu'un début. Si on est démarqué par rapport aux autres et qu'on est premier, on doit maintenant doubler d'efforts, tripler, quadrupler, pour ne pas quand même laisser cette place à d'autres personnes. Ça, c'est un. Deuxième chose, comme c'est un projet qui a caractère social, moi je pense que nous avons intérêt de venir les encourager et puis voir dans la mesure de quoi, dans la mesure du possible de mettre en application, en exécution ce projet. Ce projet à caractère social pourra permettre au Tchad de résoudre un certain nombre de problèmes s'il est mis en œuvre et exécuté correctement. Et puis, les acteurs de la filière Sésame, réunis en atelier, viennent de clore leurs travaux. Travaux au cours desquels des stratégies de vente du sésame sur le marché international et la production des producteurs ont été mis sur pied. Damgue Linde Joël. C'est une nouvelle voie qui est tracée par les acteurs de la filière Sésame dans le processus de sa commercialisation. Des stratégies sont adoptées pour rendre compétitif le sésame tchadien sur le marché international tout en protégeant les producteurs locaux des aléas économiques. Pour cela, des recommandations ressortent de ces assises. Au gouvernement, apporter un appui conséquent pour le développement de la filière sésame, rendre visibles les exigences des partenaires techniques et financiers
en matière d'accès au financement. Faire un plaidoyer pour la facilitation des crédits agricoles. Appliquer la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Vulgariser la loi OADA sur les coopératives. Créer au niveau national un centre de formation en normalisation pour renforcer les institutions dédiées en compétences de qualité. Le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles salue la qualité du travail des participants. Ces résultats traduisent la volonté et l'importance que chacun de vous accorde à la réussite de la filière sésame au Tchad. Et à enregistrer avec intérêt les recommandations, Dr Mohamed Abdelaziz promet les transmettre à qui des droits, car la question du développement de la filière sésame est inscrite selon lui en lettres d'or dans la politique agricole du gouvernement. Une autre clôture, celle des travaux des membres de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat Sisiama. Au bout de 2 jours, les 102 élus consulaires ont eu à faire le bilan de la mandature écoulée et voter un budget. Quelques participants ont également reçu des attestations en guise de reconnaissance. Mathiane Solange. Réunis depuis 2 jours, les délégués ont planché sur les mots qui minent la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat Sisiama. Les élus consulaires de cette institution sont arrivés au terme de leur mandat prévu pour 4 ans. Ceux-ci ont pour mission de veiller aux questions liées à la vie de l'institution et la mise sur pied des instances dans un meilleur délai. Au-delà des solutions apportées aux maux qui minent le bon fonctionnement, les délégués consulaires disposent d'un meilleur délai pour asseoir les nouvelles instances. Aujourd'hui, nous avons tenu notre Assemblée générale ordinaire, la 3e de notre mandature, sachant que sur les 4 années que nous avons traversées, nous avons quand même respecté les 3/4 de ce qui nous est demandé. Ce n'est pas à nous de nous juger, mais on se laissera nos pairs et nos partenaires de juger du résultat. Nous avons longuement débattu, avec beaucoup d'heures, et je pense que c'est ce qui est demandé à une institution, de tenir le pari d'organiser à terme échu tous les éléments statutaires. Et du débat et du dialogue naîtra l'évolution. Une occasion tout indiquée pour les participants de plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'Assemblée générale ordinaire approuve les rapports financiers de 2019 sous réserve de la prise en compte des observations faites par l'Assemblée générale à l'endroit de la direction générale, appuyée par une équipe de 4 personnes élues. Cette retrouvaille s'est immortalisée par des attestations de reconnaissance pour les valeureux agents de la Sisiama. Le gouverneur de la province du Logone occidental a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Nigeria. C'est pour présenter ses civilités aux autorités du Logone occidental et échanger avec la colonie nigériane vivant à Moundou. Robert Doumio. Au gouvernorat résidence, son Excellence Zana Umaru Bukar Kolo, qu'accompagne une délégation, a été accueilli au perron par le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub, entouré de ses proches collaborateurs. Il s'agit bien entendu d'une visite de courtoisie au cours de laquelle le diplomate nigérian et le gouverneur Dago Yacoub ont échangé sur les bonnes relations qui existent entre le Nigeria et le Tchad, 2 pays intimement liés par l'histoire. Zana Umaru Bukar, qui a rencontré la veille la colonie nigériane vivant à Moundou, a saisi l'occasion pour présenter au nom du gouvernement nigérien toute sa reconnaissance au gouverneur de la province du Logone occidental pour la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé. Le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub n'a pas caché sa joie d'accueillir à sa résidence l'ambassadeur du Nigeria au Tchad, Zana Umaru Bukar Kolo. Il rassure le diplomate nigérien que la communauté nigériane vivant à Moundou et dans le Logone occidental sera bien traitée.
L'ambassadeur du Nigeria a également effectué une visite à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi-Ouest. Le diplomate nigérien est allé rencontrer les autorités locales de cette circonscription administrative. On en sait plus avec Doba Djonsala. Depuis la présentation de ses lettres de créance aux autorités tchadiennes et sa prise de fonction, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Zana Umaru Bukar Golo, vient d'entamer sa première sortie en dehors de N'Djamena à Pala. Cette visite de l'ambassadeur du Nigeria au Tchad à Pala, c'était pour rencontrer et échanger avec la communauté nigériane vivant dans le Mayo-Kebbi-Ouest. L'ambassadeur Zana Umaru Bukar Golo a été reçu le 31 janvier par le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi-Ouest, représentant le gouverneur. Yacoub Barka s'est félicité de la particularité manifestée par l'ambassadeur du Nigeria au Tchad à l'égard de sa province. Selon le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi-Ouest, les relations de coopération entre le Tchad et le Nigeria sont séculaires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Marqué par l'accueil sympathique et chaleureux, l'ambassadeur Zana Umaru Bukar Golo se réjouit et affirme que c'est une tradition pour les ambassadeurs du Nigeria qui se succèdent au Tchad de venir échanger avec les autorités provinciales et la communauté nigériane, une communauté qui doit respecter les lois du pays d'accueil. Dans la province du Bas El Ghazel, le gouverneur Tegen Idibé Berdey est allé visiter les services déconcentrés de l'État. Au menu du déplacement, s'enquérir du bon fonctionnement de l'appareil administratif et recenser les difficultés rencontrées. Ahmad Daladou. Le premier magistrat de la province a commencé d'abord la visite par le bureau du chef du département de Bahr El Ghazal Sud, puis la sous-préfecture rurale de Moussoro. La station provinciale de l'Onama Moussoro constitue la troisième étape de sa visite. La délégation conduite par le gouverneur a fait cap sur la délégation sanitaire provinciale de Bahr El Ghazal, où le gouverneur a visité les services des urgences, du bloc opératoire, de la maternité et les autres services. Là, le gouverneur s'est étonné de l'insuffisance du personnel et aussi du matériel de travail. Le centre de la Société tchadienne des eaux et la commune de Moussoro ne sont pas du reste. Pour le moment, ces deux services fonctionnent correctement selon leurs responsables. C'est une visite inopinée dans le service de la douane commerciale, douane bétail et la fiscalité. Le général Tegen Idibé Berdey a, au cours d'une séance tenante, ordonné les responsables de douane de ces trois services de suspendre tous les bénévoles. Il a demandé aux uns et aux autres le respect de l'autorité de l'État, de la hiérarchie et le recouvrement des recettes. Partout, le constat reste le même. Le manque des moyens roulants, insuffisance du personnel et du matériel de travail. Le délégué provincial du pétrole, des mines et de l'énergie de la zone nord, Ahmad Tom, a officiellement pris service. Il est placé à la tête de 4 provinces, notamment les 2 Enedi, le Tibesti et le Borkou. C'est le gouverneur de la province du Borkou qui l'a officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Variladji. Le délégué provincial du pétrole, des mines et de l'énergie de la zone nord, Moussa Tom, prend officiellement service à la faveur d'une cérémonie que préside le gouverneur de la province du Borkou. Le délégué provincial du pétrole, des mines et de l'énergie dirige les délégations provinciales du Borkou, du Tibesti, de l'Enedi Est et Ouest. Le gouverneur de la province du Borkou invite le délégué à faire preuve du professionnalisme afin de booster les recettes de l'État. L'autorité administrative du Borkou demande au délégué du pétrole, des mines et de l'énergie à travailler en synergie avec son personnel afin d'assurer une bonne marche de l'administration. Traduisant en acte les orientations du gouverneur du Borkou, le délégué entrant d'y prendre bonne note. Il sollicite la collaboration de l'ensemble du personnel de ces différentes délégations du pétrole, des mines et de l'énergie pour des résultats probants. Cette cérémonie de prise de service s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles de la province du Borkou. Conflit agriculteur-éleveur, le secrétaire général de la province du Bata sensibilise la population du canton Médégo. C'était au cours d'une mission qu'il a effectuée et qui a vu la participation des chefs traditionnels et coutumiers. Mahamat Taïr Debouinalour.
Vu le rôle et les pouvoirs renforcés des chefs traditionnels et coutumiers dans la 4e République, les autorités administratives provinciales du Bata ne cessent de se concerter avec eux à chaque fois qu'il est nécessaire. Au centre de cette rencontre qu'a eu le secrétaire général de la province du Bata, Salih Hagar Tidjani, avec les autorités coutumières du canton Médégo, la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, la sécurité et l'épineuse question des conflits autour du terroir. Pour Saleh Hagar Tidjani, il est reproché aux chefs coutumiers, plus précisément les chefs de village et les chefs de férique, de ne pas pouvoir accomplir valablement leur mission. Ce qui explique la contestation dont ils font généralement face de la part de leurs administrés. Soyez accueillants et rapprochants envers vos populations, leur a-t-il conseillé. Les chefs coutumiers, poursuit le secrétaire général, doivent servir d'agents, acteurs et partenaires de développement. Ils constituent des intermédiaires incontournables pour toute action en direction des populations, a-t-il expliqué. Prenant la parole, le chef de canton Médégo, Shigefa Mohamed Moussa, et quelques chefs de village ont présenté des doléances relatives aux attaques perpétrées des ennemis des cultures, notamment les oiseaux granivores, les hyènes et les phacochères. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tidjani, dit prendre bonne note et promet de transmettre ses préoccupations au service de l'environnement et de l'agriculture pour trouver d'éventuelles solutions dans la mesure du possible. Cogenta, un projet placé sous tutelle de l'Union européenne, renforce les compétences des forces de défense et de sécurité. Après 2 semaines de formation, les récipiendaires ont reçu des attestations de fin de formation des mains des responsables. Mohamed Bouloumi. Ils sont au total 31 stagiaires composés des éléments de la police nationale, de la gendarmerie et des gardes nationales et nomades du Tchad à recevoir leur attestation de fin de formation axée sur l'intervention professionnelle. Cette session de formation des membres des forces de sécurité intérieure entre dans le cadre du projet d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad, financé par le Fonds fiduciaire d'urgence pour le Sahel de l'Union européenne. Depuis notre arrivée, c'est de pouvoir faire en sorte que les forces travaillent ensemble, coordonnent leurs actions ensemble et puissent avoir le même langage opérationnel quand ils sont confrontés à des situations d'urgence. Ça a permis, depuis des mois, à avoir un décloisonnement au niveau des forces, en tout cas sur la ville de Bol, où les gens ne se connaissaient pas et ont appris à se connaître, à communiquer ensemble, et ça a apporté, un plus en termes de gestion de la sécurité sur la ville. Le conseiller à la sécurité du gouverneur Ahmad Mohamed Hindi, représentant le gouverneur, a présenté ses sincères remerciements à l'Union européenne et Cogenta pour cette formation qui vient renforcer la capacité opérationnelle des forces intérieures. Il faut noter que cette formation, aussi pratique que théorique, a duré 2 semaines. Un meeting de remerciement au chef de l'État Idriss Déby Itno a été organisé par les militantes et militants du mouvement patriotique du salut de Bousso. C'est suite à la désignation de la camarade Khadija Adoum au bureau politique national. Les détails avec Kalia Gavoudna. Les cadres du mouvement patriotique du salut de la province du Chari-Bagirmi, au rang desquels le secrétaire général provincial Kadr Saleh Kana était aux côtés de la base pour célébrer la désignation de leurs camarades au bureau politique national du MPS. Pour le secrétaire exécutif départemental du MPS du Louk-Chari Al-Haj Iba, c'est le choix de la base qui a été approuvé et qu'il y a lieu de remercier le président fondateur du MPS. Le secrétaire général provincial du MPS du Chari-Bagirmi, Kadr Saleh Kana, a tout d'abord expliqué aux militantes et militants du mouvement patriotique du salut du Louk-Chari les critères et le processus ayant abouti à la désignation de leurs camarades Khadija Adoum Chérif et des représentants des autres départements au bureau politique national du MPS. Le secrétaire général provincial du MPS du Chari-Bagirmi a invité l'assistance à une union sacrée aux idéaux du MPS qui, selon lui, est la seule manière de soutenir la politique de développement du chef de l'État, président fondateur du MPS. La nouvelle représentante du Louk-Chari au bureau politique national du MPS s'est dit comblée par cette marque de confiance. Ensemble, mobilisons-nous tous autour de notre parti rassemblaire, le mouvement patriotique du salut,
pour lui donner la majorité confortable aux élections futures. Quelques cadres du mouvement patriotique du salut de la province du Chari-Bagirmi se sont également succédés pour remercier le chef de l'État, président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, pour le choix porté sur leur camarade Khadija Adoum Chérif. Ils lui promettent leur soutien sans faille pour l'accomplissement de sa mission. Les jeunes en âge de voter ont été invités par les cadres du MPS du Chari-Bagirmi à se faire recenser le moment venu pour exprimer leur suffrage en faveur du mouvement patriotique du salut. Toujours en politique, dans la province de Adjalamis, cette fois, les membres du conseil provincial du MPS se sont retrouvés à Massakouri 2 semaines après leur nomination. Une réunion de prise de contact et d'orientation présidée par le secrétaire général provincial. Le point avec Abdoul Keoul. Massakouri, siège du conseil provincial du MPS de Adjalamis, première rencontre des membres du conseil nouvellement installé. Ici, on parle uniquement de la politique du parti dans cette contrée du pays. Une prise de contact qui a permis à l'équipe que dirige Abakar Moussa Kallé d'adopter un canevas du travail et aussi de raffermir les liens entre les membres pour la bonne marche du conseil provincial. Nous sommes installés à un moment qui est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous allons amorcer l'étape. Ils ne sont pas venus du hasard, ils sont venus par le choix de la base. Nous allons toujours travailler en symbiose pour animer et préparer les futures élections législatives et communales. Plus de temps à perdre. Le conseil provincial doit être actif sur le terrain pour honorer ses engagements, affirme Abakar Moussa Kallé. Il dévoile les activités qui seront menées dans les jours à venir. Avec nos camarades, nous allons, dans un bref délai, restricter les autres organes de masse selon les consignes données par le camarade secrétaire général du bureau politique national, le camarade Mohamed Bada, nous a donné un délai de 2 mois et nous lui rassurons que dans le délai imparti, nous allons restructurer nos organes de masse. Le secrétaire général provincial, Abakar Moussa Kallé, s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne pour être le capitaine du bateau. Il exhorte ses camarades à resserrer les rangs pour faire de Adjalamis le bastion du mouvement patriotique du salut. Lutte contre l'insécurité alimentaire, le barrage d'Amdjaras construit par le chef de l'État Idriss Déby Itno est mis à la disposition de la population, contribue au processus de développement. Dans le reportage que vous allez suivre, vous allez découvrir l'importance de ce barrage. Hassan Lamé. Le barrage de Mareké, situé à 100 km à l'ouest de la ville d'Amdjaras, vise à assurer l'abreuvage des animaux, la production agricole et surtout favoriser et maintenir une biodiversité environnementale. Il est bâti sur une distance de plus d'1 kilomètre et a suscité l'espoir des villages environnants. Objectif, assurer l'autosuffisance alimentaire. On le sait, là où il y a de l'eau, il y a également la vie. La vie, c'est la production agricole. Ici, on cultive du gombo, des tomates, de sésame, d'oignons et autres. L'ANADER supervise et évalue les activités agricoles. Le chef d'antenne de l'ANADER profite de cette occasion pour donner quelques orientations. Le maire de la commune des Marais, Adam Mohamed Araga, appelle à l'aide pour l'augmentation de la production. Les préfets d'Itou, Sougour, Chérif, Biderio adresse sa profonde gratitude au président de la République, Idriss Déby Itno, pour la réalisation de cet ouvrage. La commune des Marais, en fondation, doit son existence à ce barrage. Il ne reste qu'aux ONG et aux personnes de bonne volonté d'appuyer cette initiative fort louable. Dans le cadre des visites officielles des clubs des pays sous sa juridiction, le gouverneur du district 403B1 de Lions Club International, Mbadinga Itsuhu, est arrivé à N'Djamena. Il a été accueilli par la présidente de la zone 271 de N'Djamena, Moussa Mboudou Abdoulaye. En tournée en Afrique centrale,
Le gouverneur du district 403B1 du Lions Club International Badinga Itsuhu Etanjamena ce dimanche. Il a été accueilli par la présidente des zones 271 comme première action rencontre avec la presse. Venir à cette période-ci, quasiment à mi-mandat à N'Djamena et rendre visite au club, permet de faire un point, je dirais, qui peut être déterminant parce que ça donne la possibilité de mesurer ce que l'on a pu faire, encore une fois par rapport aux programmes qui ont été établis en début d'année. Qu'est-ce qui reste à faire? Comment est-ce que l'on peut redresser éventuellement ce qui a besoin de l'aide? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Et en tout état de cause, on est dans une phase d'évaluation qui peut être effectivement très active. Présent dans plus de 207 pays, Lions Club est au Tchad depuis 1956. Il intervient dans plusieurs domaines. L'association des guides du Tchad, en partenariat avec la Fondation Tchad Helping Hands, organise une journée porte ouverte. Journée placée sous le thème à la gestion de l'hygiène menstruelle et qui a pour objectif de sensibiliser les filles sur le comportement à adopter pendant la période de menstruation. Ahmad Garasta. Placée sous le thème la gestion de l'hygiène menstruelle. Cette journée porte ouverte est une initiative de l'Association des guides du Tchad en partenariat avec la Fondation Tchad Helping Hands. Un cadre qui vise à sensibiliser le public, particulièrement les filles, sur les comportements adoptés et l'hygiène corporelle pendant la période de menstruation. La commissaire régionale des guides de N'Djamena, Romneloum Kossiam Persit, est la responsable adjointe des projets de la Fondation Tchad Helping Hands soulignent que leurs organisations respectives sont créées en vue de soutenir les personnes en situation de détresse, mais aussi sensibiliser la population sur la santé du corps et de l'esprit. Elle invite les parents à adhérer à cette initiative pour sensibiliser leur progéniture. Cette rencontre est une opportunité pour les membres de l'Association des guides du Tchad de présenter à travers des stands des produits cosmétiques et les objets d'art réalisés par les différentes paroisses et vicariats de l'archidiocèse de N'Djamena. Cette journée porte ouverte se poursuit jusqu'au 2 février. Plusieurs activités sont au programme, parmi lesquelles les conférences débats, la production théâtrale et musicale. Sauvez-moi, je suis aussi un humain, c'est le slogan de l'Association pour la protection des délirants et de la lutte contre la mendicité, en abrégé APDM. Cette plateforme a officiellement lancé ses activités hier au CEFOD. Omar Ibrahim. Voler au secours des malades mentaux et lutter contre la mendicité, ce sont là les objectifs visés par l'Association pour la protection des délirants et de la lutte contre la mendicité. Nous savons tous que la question liée aux personnes délirantes et à la mendicité est très délicate et touche toute la société. C'est la raison pour laquelle des jeunes souciés de leurs compatriotes et du devenir de leur pays ont décidé de créer la dite association dont nous sommes réunis. Un film réalisé par l'association projetée a attiré l'émotion de quelques invités. Représentant le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Abakari Youssouf Zaïd, précise que cette action humanitaire cadre bien avec la politique du gouvernement qui vise les domaines du social. Il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, a déclaré, je cite, « Notre Tchad a besoin d'une jeunesse qui ose, qui bouge et qui participe à la construction de la nation dans la paix. » Des activités comme des campagnes de sensibilisation et causeries éducatives avec cette couche défavorisée seront les principales activités de cette plateforme créée en novembre 2017, a expliqué son secrétaire général Youssouf Toukatoli. Mona le cycliste, c'est le titre d'un nouveau film projeté hier en avant-première au cinéma. Le Normandie, un film qui retrace la vie d'un jeune orphelin appelé Mona. Cycliste de son état, le jeune Mona ambitionne de devenir un champion. Les détails avec Diono Dinestor. C'est une nouvelle œuvre d'esprit qui vient de voir le jour dans le monde du cinéma. La première projection a eu lieu ce samedi 1er février 2020 au cinéma Le Normandie.
Intitulé Mona le cycliste, ce film long-métrage est une histoire d'une famille qui, le chef de famille, a quitté le monde des vivants. Et comme dans toute famille africaine, l'absence du papa est un vide difficile à combler. Mona et son frère aîné s'opposent catégoriquement au mariage de leur maman. Une fois remariée, la belle vie s'installe dans la famille. Mona a pu réaliser ses rêves. Et une passion énorme pour le cyclisme. Et malgré l'épreuve de la vie, réussit à faire un exploit. Exploit qui, au-delà de sa propre passion, devient une fierté nationale. Cette fierté n'est non seulement une réussite personnelle d'un jeune ambitieux, mais au-delà, devient une matière de consolidation et de renforcement d'une unité nationale. Après 60 minutes de projection, réalisateurs, producteurs, cinéastes, acteurs et cinéphiles ont fait quelques remarques et suggestions. Occasion pour le producteur Moussa Tidjani de lancer un appel aux personnes de bonne volonté à apporter leur contribution afin qu'ils puissent traduire le film en d'autres langues. Mona le cycliste est un film qui a été réalisé durant 4 bonnes années. Parlons religion à présent avec la cérémonie de remise des attestations de mérite aux lauréats ayant participé à la compétition coranique, une initiative du Conseil supérieur des affaires islamiques de concert avec la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains, section du Tchad. Mohamed Suleiman. Ils sont au total 9 mémorisateurs du Coran qui ont été distingués par leur talent. Ces derniers ont participé à une compétition coranique qui a regroupé 125 mémorisateurs des livres saints. Cette compétition est organisée par la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains, section du Tchad, des concerts avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Lors de cette compétition, les participants sont répartis en 3 groupes selon les programmes d'évaluation de leurs connaissances. Ahmad Mohamed Tahir occupe la première place du groupe 1, suivi de Cheikh Ibn Atayb Omar et Ibrahim Abdallah. Dans le deuxième groupe, c'est Mohamed Tahir qui a occupé les premiers rangs, secondé de Aïcha Ousmane Tegil. Hassan Moussa Ousmane, lui, est en 3e position. Dans le dernier groupe, Ousmane Gidda Angini, Abakoura Fakisale et Ahmad Ramad Dana occupent respectivement 1er, 2e et 3e rang. Les 3 premiers de ces 3 groupes sont sélectionnés pour participer à une compétition coranique qui sera organisée au Gabon en avril prochain par la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains. Cette compétition regroupe 33 pays africains. Le président du comité d'organisation, Cheikh Saleh Mohamed Ramadan, tout comme le directeur des affaires coraniques du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Abakar Walar Modou, relève que ce genre de compétition est bénéfique pour les jeunes musulmans en saluant l'appui de la dite fondation. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, a apprécié à sa juste valeur cette initiative louable. À ce titre, ce genre de compétition permettra aux oulémas de découvrir les talents de ces jeunes mémorisateurs, précise-t-il. Cheikh Mohamed Khatir Issa a saisi l'occasion pour remercier le président de la République Idriss Déby Itno et le roi du Maroc, Mohamed VI, pour leur appui multiforme aux religieux. Au terme de la cérémonie, des certificats de reconnaissance ont été remis aux membres du jury de cette compétition. Les travaux de réfection des appareils de sonorisation et autres objets de la mosquée Roi Faisal sont achevés. À cette occasion, les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques ont organisé une cérémonie pour saluer ce geste louable de l'organisation Albir pour le secours et le développement au Tchad. Retrouvons une fois de plus Mohamed Suleiman. Les instruments de sonorisation, les appareils de climatisation et de ventilation, les armoires et les lampadaires de la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena viennent d'être réfectionnés. C'est une initiative de l'organisation Albir pour le secours et le développement au Tchad sur le financement de l'association koweïtienne Hayat Al-Khairia. Aujourd'hui, cette mosquée retrouve sa beauté. Le président de la dite organisation, Youssouf Mohamed Abbas, a saisi cette opportunité pour saluer la coopération agissante qui existe entre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et son organisation. Selon lui, d'autres actes de bienfaisance en faveur de la population
seront menées par l'association koweïtienne Hayat al-Khairia à travers son organisation. Dans la même lancée, les représentants de l'association koweïtienne Hayat al-Khairia, Abdrahman Yahya Abdallah, réitèrent le soutien de son organisation au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, tout en remerciant les responsables de cette institution religieuse. De son côté, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad s'est réjoui de l'initiative. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ces travaux et nous demandons le plus de travaux à leurs frères musulmans au Tchad et les musulmans dans d'autres pays. Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques et au nom de tous les musulmans, je remercie notre frère Hamad Mohamed et l'organisation Ayadi et l'organisation qui a vraiment fait le travail, que c'était Albir. L'organisation Albir pour le secours et le développement au Tchad œuvre pour le bien-être de la population dans divers domaines. Et puis, cette information en image remise des attestations de la 3e promotion des élèves du centre d'Ouziat. Ce sont au total 8 filles qui ont acquis des connaissances sur l'apprentissage du livre saint. Le président du dit centre, Adam Abdelkader, souligne que son centre a pour mission de faire l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, mais aussi des autres livres religieux. Occasion pour le délégué du Conseil supérieur des affaires islamiques du 8e arrondissement d'inviter les parents à envoyer leur progéniture au centre d'Ouziat. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.